Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pratiquer Terrain où je partage avec vous mes réflexions et ma pratique autour de la pédagogie par la nature. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous interroger sur un sujet qui moi m'amuse beaucoup, non pas parce que je le trouve drôle, mais parce que j'aime beaucoup me pencher sur la question. Il s'agit de la façon dont on peut investir un espace extérieur dans le but d'offrir aux enfants un lieu qui soit propice à de multiples apprentissages, à leur bien-être, à leur épanouissement, à leur plaisir. Je précise ici que cette question, je vais l'aborder le plus largement possible. C'est-à-dire que je vais aussi bien parler des espaces extérieurs publics que privés, des lieux dans lesquels on accueille de façon régulière ou ponctuelle, des lieux dans lesquels on peut procéder à des aménagements ou pas, bref, de multiples configurations. La question étant ici vraiment celle de savoir comment investir un espace extérieur, quel qu'il soit, pour accueillir des enfants et finalement faire en sorte qu'ils vivent leur meilleure vie possible. Puisque c'est ça l'objectif, quelle que soit la configuration, quel que soit le cadre d'accueil. Je fais ce choix d'aborder le sujet le plus largement possible, tout simplement parce que je considère qu'aujourd'hui, la priorité numéro 1 pour nous, adultes qui sommes aux côtés d'enfants, c'est d'emmener des enfants dehors et de leur permettre simplement d'être en extérieur. Bien sûr que si on a la possibilité de les emmener dans un endroit de nature, dans un endroit assez sauvage, on va leur offrir un cadre qui va être incroyable pour eux, pour leur bien-être physique, moral. Tout ça, ça a été démontré et si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 1 du podcast que j'avais fait sur Richard Louv et sur tous les travaux qu'il a pu effectuer et qu'il a récapitulé dans son livre, dont j'ai perdu le titre, j'ai la version anglaise, mais le titre en français, je l'indiquerai dans la description de l'épisode. Donc voilà, évidemment que entre un espace extérieur qui est très artificialisé et un espace extérieur qui est beaucoup plus naturel, le bien-être sur les enfants et sur les adultes ne va pas être le même. Mais dans un monde dans lequel nos enfants sont enfermés la plupart du temps, la première étape, c'est juste de leur permettre d'être dehors. Et donc, une fois qu'on les emmène dehors, de leur proposer un cadre qui soit chouette pour qu'ils puissent s'amuser et vivre d'incroyables expériences. Étant donné que le sujet est vaste et que je souhaite le balayer dans son ensemble tout en apportant des exemples concrets, je l'ai divisé en 3 parties qui donneront lieu à 3 épisodes différents. Dans le premier épisode, qui est celui que nous allons aborder aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour observer et comprendre l'environnement qui sera peut-être notre futur lieu d'accueil et qui est pour moi vraiment une étape indispensable, que j'y fasse de l'accueil ponctuel ou régulier. Peut-être que pour certaines personnes, c'est une étape qui peut paraître futile, qui peut être sautée si vraiment vous vous rendez sur le lieu une seule fois. Mais encore que moi, même pour un accueil unique sur un lieu, je fais toujours une observation approfondie au préalable, parce que j'en ai besoin, parce que ça nourrit les propositions que je vais faire. Donc, cette étape d'observation, comme je le disais là, je fais une observation qui est très approfondie et c'est ce que je vous propose de vous partager aujourd'hui pour faire un scan complet et comment faire un scan complet du futur lieu d'accueil. Dans le second épisode, qui cette fois-ci va s'adresser à tous les cas de figure, que j'accueille une seule fois sur un lieu ou que j'accueille plusieurs fois, il s'agit de l'analyse des risques ainsi que de la gestion de l'impact que notre activité humaine peut avoir sur le lieu, et ce, qu'on soit dans un lieu sauvage ou non,
même dans un lieu qui est urbain, il est important de se demander, de réfléchir à l'impact que notre présence peut avoir sur le lieu d'accueil. Enfin, dans le troisième et dernier épisode, je vous proposerai une réflexion autour des aménagements que l'on peut faire sur le lieu, notamment pour enrichir les apprentissages et les jeux des enfants, en tenant compte évidemment de tout ce qui aura été précédemment évoqué. Pour le coup, c'est un épisode qui probablement intéressera davantage les personnes qui accueillent de manière régulière sur un lieu et qui ont la possibilité d'y faire des aménagements, mais je vous donnerai aussi quelques exemples de ce que moi j'ai pu mettre en place, de ce que je peux faire quand j'accueille sur des lieux ponctuels où je suis de passage et que je laisse ni matériel ni quoi que ce soit sur place. Voilà pour le plan du sujet qui va nous occuper dans les prochaines semaines. Alors pour les personnes qui écoutent les épisodes au fur et à mesure de leur sortie, je précise la façon dont ça va s'organiser. Les 2 premières parties, je vais les publier l'une à la suite de l'autre. Donc cette semaine sort cette première partie et la semaine prochaine sortira la suivante. Et la 3e partie, elle, ne sera diffusée que dans quelques semaines parce qu'on est sur du concret, sur quelque chose qui est un peu différent. Et comme j'ai plein de super épisodes qui sont déjà enregistrés avec des super invités, je dispatche un petit peu pour donner un peu de respiration. Et donc voilà, donc ça sera dans quelques semaines. Maintenant que tout ça est dit, je vous propose d'entrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. D'abord, je pose un contexte pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Ici, on est dans le cas où l'on cherche, où l'on réfléchit à un lieu dans lequel on va pouvoir accueillir des enfants, en extérieur bien sûr. Donc ça peut être un lieu que je connais déjà, que je connais peut-être même déjà très bien parce que j'y vais régulièrement, ou un lieu que je découvre. Dans les 2 cas, vous allez voir l'observation, l'analyse du lieu va être la même. Ça peut aussi être un lieu que j'investis déjà, mais sur lequel je n'ai pas encore mené de réflexion particulière. Et si c'est votre cas, je vous invite vraiment à mener cette réflexion, même si vous accueillez déjà des enfants sur ce lieu-là, si vous n'avez pas pris le temps de réfléchir à comment investir ce lieu et qu'est-ce qu'on peut en faire pour en faire un endroit qui est formidable, même s'il y a plein d'endroits, je vais dans une forêt, l'endroit est formidable en lui-même, mais il y a plein d'éléments à prendre en compte et on va les détailler ici. Donc, je souhaite accueillir du jeune public dehors et à ce stade de réflexion, j'ai déjà posé mon projet pédagogique. Ou en tout cas, si c'est pas fait, j'en ai déjà une idée assez claire. En tout cas, les informations principales que je dois avoir en tête, c'est sur la forme, quel type de public je vais accueillir, quelle tranche d'âge, dans quel cadre, si c'est plutôt scolaire ou extrascolaire, quels effectifs, à quelle fréquence, quel taux d'encadrement, etc. Et sur le fond, c'est quel est mon objectif pédagogique, qu'est-ce que je souhaite partager et transmettre. C'est important d'avoir déjà réfléchi à tout ça avant de chercher un lieu, parce que le projet pédagogique, c'est mon fil rouge. C'est ce qui va guider mon activité avec le public par la suite. Donc le lieu que je vais trouver, il doit répondre à mon projet pédagogique. Et c'est pas l'inverse. C'est pas je trouve un lieu et je construis ensuite mon projet pédagogique. Il y a des exceptions. Je connais des personnes qui se sont lancées dans l'accueil d'enfants en extérieur parce qu'elles avaient d'abord un lieu, soit un superbe jardin, soit une forêt, et elles se sont dit mais tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce lieu-là? Et donc elles ont construit leur projet pédagogique en fonction de ce lieu, mais dans la majorité des cas, c'est plutôt l'inverse. J'ai envie d'accueillir des enfants en extérieur, ok, où est-ce que je vais? Donc, je vous le disais, on va attaquer dans cette première partie par la question de l'observation et de la compréhension de l'environnement dans lequel on va accueillir des enfants. Pour moi, c'est la première chose à faire et les premières questions à se poser à partir du moment où l'on a identifié
un lieu sur lequel on souhaite emmener des enfants. Pour ça, j'effectue une observation à 2 niveaux. Premier niveau, j'essaye d'avoir un regard neuf sur le lieu. Je parle d'une observation nouvelle, même si c'est un lieu que je connais déjà très bien. Concrètement, ça veut dire prendre de la hauteur et regarder le lieu comme si c'était la première fois que je le découvrais. L'intérêt de cette observation, c'est de se mettre dans la posture d'une enfant. Parce que les enfants ne perçoivent pas le monde comme nous. Pas tout à fait comme nous. Pour eux, surtout si c'est la première fois que vous accueillez sur un lieu, ce lieu-là, il va être nouveau. Et donc les explorations vont être nouvelles. Tout est à découvrir et tout est potentiellement un terrain d'aventure, un terrain de jeu. Et si nous, adultes, avons tendance à avoir une vision pragmatique des lieux et fonctionnelle, en pensant à la sécurité, à l'aménagement, aux besoins spécifiques, un enfant, lui, il va d'abord vivre son environnement de manière sensorielle et intuitive. Donc il va être attentif et sensible aux bruits, aux couleurs, aux formes, aux textures des éléments qu'il voit, qu'il touche, qu'il sent. Et tout cela va entrer en résonance avec son corps, avec son imaginaire et ses émotions. Alors, pour bien comprendre ce qu'un enfant peut ressentir lorsqu'il découvre ce lieu et lorsqu'il y passe du temps, pour moi, il est important de visualiser les choses depuis sa perspective. Le deuxième niveau d'observation, cette fois-ci, c'est une observation approfondie, un peu comme un scan du lieu, durant lequel on va se mettre à plusieurs endroits du lieu, à différentes hauteurs aussi, parce que ma vision n'est pas la même depuis mon 1,57 m que depuis un 1,20 m, et ensuite réfléchir à la façon dont on peut investir ce lieu, voire l'enrichir, que ce soit un environnement plutôt naturel ou non, ce que l'on abordera du coup dans les parties suivantes. Alors cette observation, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour qu'elle soit la plus complète possible ? D'abord, pour l'observation nouvelle, avec des guillemets, pour l'observation à hauteur d'enfant. Moi, ce que j'aime bien faire quand j'arrive sur un lieu, c'est de poser mes affaires dans un coin et de revenir à l'entrée du lieu. Et là, je prends quelques secondes pour me mettre dans la peau de la jeune Claire que j'ai été, de la petite Claire enfant, et de connecter avec mon cœur d'enfant pour adopter cette posture, les sensations, le regard, etc. Donc j'évolue sur ce lieu dans ma posture d'enfant, et j'évolue sur ce lieu sans rien noter, juste en marchant tranquillement et en éveillant mes sens. Donc j'observe, je sens, j'écoute, je touche, parfois même je goûte s'il y a des plantes présentes sur le lieu, et je me laisse imprégner de l'atmosphère du lieu, des sensations qu'il provoque chez moi et des émotions que tout cela suscite. Et quand je suis arrivée au bout de mon exploration, là cette fois-ci je note sur un papier tout ce que je ressens, tout ce que j'ai pu ressentir, tous les mots qui me passent par la tête, les émotions, etc. Et ensuite seulement, une fois que j'ai fait ça, je me laisse souvent un petit temps, parce que c'est un temps de plaisir, donc ça prend le temps que ça prend, et je me laisse imprégner de tout ça. Et une fois que c'est fait, j'entre dans mon deuxième niveau d'observation, où là, du coup, je retourne sur le lieu, et cette fois-ci, je vais me remettre dans ma posture d'adulte, et notamment de pédagogue, puisque je vais être responsable d'un groupe, et ça va m'amener à faire une analyse beaucoup plus poussée et détaillée du lieu, et cette fois-ci, on entre dans des considérations plus techniques et pragmatiques que sensorielles. Alors premièrement, moi ce que je fais dans cette observation détaillée, c'est de faire un plan
à main levée, et je suis pas très bonne dessinatrice, mais un plan, un schéma, ça se fait, sur lequel je place tous les éléments importants. Alors, je vais vous donner 2 exemples dans des milieux très différents pour donner quelque chose de concret. D'abord, dans un parc public, je vais noter sur mon plan l'entrée du parc. S'il y a une aire de jeu avec des structures, je vais également la noter. S'il y a une fontaine, s'il y a un espace pour les chiens, tout ça, je l'indique sur mon dessin. Je dessine également les chemins avec les zones d'herbe, les pelouses, et j'indique s'il y a des zones d'herbe, si elles sont interdites ou pas. C'est toujours quelque chose qui m'étonne encore de voir des espaces d'herbe interdits, sauf quand la pelouse vient d'être plantée, je comprends, mais de voir qu'il y a des parcs publics dans des espaces urbains qui c'est interdit de marcher dans l'herbe et sur la terre, ça m'étonne toujours. Passons. Donc je note tous les éléments importants et je note donc les structures, les choses qui sont créées par les humains, mais je note aussi les éléments naturels. Par exemple, dans un parc public, souvent il y a un grand arbre, 2 ou 3, mais dans beaucoup de parcs, il y a vraiment un arbre qui se distingue des autres. Et donc, je l'indique sur le papier. En fait, c'est vraiment en regardant tout ce qui me saute aux yeux, tout ce qui me paraît important, je le pose sur mon plan. Maintenant, si je suis dans un bois, je vais faire la même chose. Je vais noter, je vais dessiner là où on entre dans le bois. S'il y a des sentiers qui apparaissent, je vais les noter. Et de même, s'il y a des arbres plus imposants que d'autres, je vais les noter. S'il y a un cours d'eau, voilà. Vous voyez l'idée, je pose vraiment tous les éléments importants, tout ce qui me saute aux yeux. Généralement, avant de vraiment tout noter, je fais un nouveau tour du lieu, puisque j'en ai déjà fait un, mais je fais un nouveau tour du lieu en me posant à plusieurs endroits, parce que suivant là où je me mets, il y a des choses qui vont plus ou moins être marquantes. Donc je fais vraiment un premier tour et je note dans ma tête tout ce qui me paraît important et après je me remets à l'entrée du lieu et je dessine mon plan. L'intérêt pour moi de cet exercice, et c'est pour ça que je commence par ça, c'est d'avoir tout de suite à l'esprit ce qui existe déjà. De cette façon, si je suis dans le cadre où c'est un lieu public que je ne peux pas aménager, que je dois prendre tel qu'il est, ça va immédiatement me donner une idée de l'endroit dans lequel je vais pouvoir m'installer. Ce qui va du coup derrière me permettre de focaliser mon attention et mon analyse sur un lieu précis et pas de faire une analyse ultra détaillée de l'ensemble du parc, pour reprendre cet exemple-là. En fait, c'est un peu comme un entonnoir. Je fais d'abord le scan du lieu dans sa globalité parce que c'est important de voir tout ce qui se passe sur le lieu et puis vraiment sur le lieu où on va accueillir et puis dans quel environnement il s'intègre. Mais après, je vais me concentrer sur les espaces qui sont les plus intéressants et sur lesquels je vais accueillir les enfants. Dans le cas où j'ai la possibilité d'aménager le lieu, que ce soit un jardin privé, un bois ou une cour de récréation, ça va aussi me donner un point de départ pour la suite, puisque notre objectif quand on souhaite aménager un espace pour enrichir les propositions faites aux enfants, c'est certes de l'enrichir, mais de ne pas le défigurer. Donc il faut avoir vraiment, faut bien avoir en tête ce qu'il y a au départ, et nos aménagements dont on parlera dans la 3e partie vont partir de ce lieu-là. Et on va adapter nos aménagements à ce qui existe déjà sans défigurer le lieu. À moins que, si par exemple on est dans une cour de récréation et qu'on souhaite la végétaliser et casser du béton, là, défigurer la cour de récré dans ce sens-là, c'est ok. Mais par contre, avoir un lieu naturel et aménager et faire donner un lieu finalement qui ne ressemble plus vraiment à ce qu'il était au départ, là c'est plus problématique parce que notre impact est très très fort
Et quand on souhaite sensibiliser les enfants au monde qui nous entoure, au vivant, ça n'a pas vraiment de sens de casser ce qui existe déjà. Bon, une fois que ce plan est posé, j'entre dans le détail et pour ça, je vais faire un nouveau scan du lieu que je fais généralement en 2 temps. D'abord, j'analyse les éléments naturels qui sont présents sur le lieu parce que, encore une fois, c'est mon point de départ. Et c'est ce qui m'intéresse. Donc la végétation, est-ce qu'il y a des fleurs? Est-ce qu'il y a des arbres? Si oui, quelles espèces? En quelle quantité? Dans quelle densité? À quels endroits? Je fais la même chose pour les champignons, les lichens et enfin pour la faune. Est-ce que je vois des insectes? Est-ce que j'entends ou observe des oiseaux? Est-ce que je vois des traces au sol, sur les arbres, dans les haies, au bord de l'eau, qui me donnent des indices sur une présence animale. Évidemment, c'est un exercice qui peut être plus ou moins difficile selon le niveau de connaissance. Moi, généralement, quand je me rends sur un lieu pour faire cette observation, j'emporte toujours mes guides naturalistes pour identifier directement sur place, parce que je préfère faire l'identification quand j'ai les éléments sous les yeux. Mais si vous ne les avez pas sur vous, vos guides, vous pouvez très bien noter ne serait-ce que le nombre de fleurs différentes que vous observez, pareil pour les arbres, et prendre des photos. Comme ça, derrière, vous pouvez faire votre reconnaissance plus tard. Déjà, de faire ça, ça donne un indice sur la biodiversité du lieu. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances en faune et en flore pour faire la conclusion que le lieu est plus ou moins riche en éléments naturels et en vie, tout simplement. Est-ce qu'il est plus ou moins vivant? Si on note qu'il n'y a aucune fleur, alors après, attention à la saison, bien sûr, mais si on note qu'il n'y a aucune fleur, on est sur, par exemple en forêt, si on est sur une seule espèce d'arbre, on peut en faire la conclusion assez facilement, même si on ne sait pas quelle est l'espèce en question, que le lieu est assez pauvre d'un point de vue biodiversité. Je précise quand même que si vous ne faites pas la reconnaissance sur place, il va être indispensable de la faire tôt ou tard. Enfin, non, j'allais dire tôt, puisque il faudra la faire absolument avant d'accueillir les enfants sur le lieu. Premièrement, pour des raisons de sécurité. Par exemple, pour éviter de choisir un espace dans lequel se trouvent des plantes toxiques en grande quantité. Ça serait un peu dommage de dire, voilà, ce coin-là, il est très joli, il y a plein de jolies fleurs, on va s'installer là, et en fait, il s'avère que ce sont des plantes qui sont peu recommandables, et c'est vraiment une question qu'il faut se poser, surtout quand on accueille du très jeune public qui a tendance à vouloir porter à la bouche. Donc, pour des raisons de sécurité, il faut identifier les espèces qui sont présentes sur le lieu. Deuxièmement, cette analyse de la faune et de la flore, on va en avoir besoin pour la suite pour mener toute une réflexion autour de notre impact environnemental. Et enfin, le dernier intérêt, à mon sens, de connaître les espèces qui sont présentes sur le lieu, c'est un intérêt qui est pédagogique. Donc là, ça va peut-être pas forcément être le cas de tout le monde, puisque c'est ma vision de la pédagogie par la nature, c'est mon approche. Mais moi, quand je veux faire vivre des expériences de nature aux enfants et que je souhaite les sensibiliser aux vivants qui nous entourent, je pars toujours de ce qui existe sur le lieu. Je vous donne un exemple très concret. Je vis actuellement dans une zone de montagne et le bois dans lequel j'accueille les enfants, dans ce bois-là, il y a quelques individus de pins sylvestres. Par contre, et ça ne va pas vous étonner, il n'y a aucun individu de pins maritime. Donc, si j'ai envie de faire un atelier autour des résineux, je vais partir des pins sylvestres. Certes, on va probablement évoquer parler des pins maritimes à un moment donné, parce qu'il est important d'aiguiser son regard, d'affiner ses connaissances déjà pour faire la différence entre deux espèces,
Et puis, parler de la diversité du vivant, de la diversité des milieux, c'est essentiel parce que c'est ce qui nous permet d'avoir une vision globale du monde et pas de se dire moi je m'occupe juste de mon carré de pelouse parce que ce qui se passe sur mon carré de pelouse ou dans mon bois a un impact sur ce qui se passe autour et c'est ça, voilà, on élargit les cercles de plus en plus. Donc je ne parle pas que de ce qu'il y a sur le lieu, mais par contre je pars de ça. Je pars de ça, c'est mon point de départ et après j'élargis à des choses plus lointaines. Ici, il me paraît important de faire une parenthèse quand même parce que là, je parle de lieux naturels, mais je l'ai dit en introduction, l'idée c'est aussi de réfléchir aux lieux qui sont moins sauvages, voire complètement artificialisés, pour que mes propos ne soient pas mal interprétés ou qu'on se dise mince, en fait, finalement, la question elle se pose que quand on accueille sur un environnement naturel et sauvage. Là, j'ai parlé d'un lieu dans lequel il y a présence de faune et de flore. Si je suis dans un lieu qui est artificialisé, ou plus ou moins artificialisé, je vais reprendre l'exemple de la cour de récréation. Ce n'est pas parce que je n'ai aucun arbre dans la cour de récréation que je vais me priver de parler des arbres. Seulement, ça va orienter la façon dont je vais présenter les choses aux enfants, les outils que je vais utiliser et voire même les projets que je peux mener. Parce que constater d'abord soi-même puis avec les enfants qu'il n'y a aucun arbre dans la cour de récréation, ça peut aussi être le départ pour un projet de plantation ou au moins de végétalisation. Donc c'est pas parce que je suis dans un lieu qui est plutôt pauvre en faune et en flore que je ne peux pas partir de ce qui existe, je peux aussi partir de ce qui n'existe pas. Mais ça nécessite de le noter, de s'en rendre compte, de se dire, ok, en fait, j'aimerais étudier les arbres, est-ce qu'il y a des arbres sur mon lieu? Non. Ah, mais du coup, est-ce que c'est pas un terrain d'exploration? Est-ce que je peux amener les enfants malgré tout, à réfléchir à cette question et à aborder le sujet? Et en plus, bien souvent, même si évidemment que tout ce qui est palpable est plus facile à saisir pour les enfants autant que pour les adultes, mais particulièrement pour les enfants, surtout plus ils sont jeunes, plus c'est difficile à saisir. Mais souvent, quand on fait le constat avec les enfants que à part des fourmis, on voit pas grand-chose dans le jardin ou qu'il n'y a plus d'arbres dans la cour de récréation, si le sujet est amené avec sensibilité et qu'il y a vraiment eu une réflexion en amont autour de tout ça, généralement, les enfants, ils plongent dedans à fond et ils sont trop contents, au contraire, de se dire peut-être qu'on peut faire quelque chose. Voilà, c'était une parenthèse pour dire que cette réflexion autour de la faune et de la flore, elle est à considérer et à effectuer, qu'on soit dans un espace naturel. Évidemment, si on est dans un espace naturel et plutôt sauvage, l'inventaire va prendre du temps et va être important. Mais si je suis dans un espace qui est assez pauvre à ce niveau-là, je note quand même les moindres petits trucs que je peux observer, même si je parlais des lichens tout à l'heure, en général dans les espaces urbains, les lichens, on en voit de partout. Donc je peux noter les lichens, je peux noter l'herbe qui pousse entre le bitume, les petits brins d'herbe qui poussent entre les pierres, tout ça. Tout ça, je le note. Vraiment, je fais l'inventaire. Derrière, quand je vais réfléchir, mais du coup ça arrivera bien plus tard et c'est pas ce qu'on abordera aujourd'hui. Derrière, quand vous allez reprendre votre liste, si vous voyez que, oui c'est vrai, il n'y a pas d'arbre ou il y a juste une haie qui est une haie de thuya, bon, ok, qu'est-ce que je fais de ça? C'est toujours un point de départ. Dans les éléments naturels, je note pas uniquement la faune et la flore, je note aussi s'il y a présence d'eau, par exemple un cours d'eau, un lac, un étang, une mare, un canal, une fontaine. Je note aussi tout ce qui est plutôt minéraux, donc s'il y a des rochers, s'ils sont plus ou moins gros. Un dolmen, j'ai ça dans la tête parce que j'ai récemment visité une forêt dans laquelle il y avait un magnifique dolmen qui du coup donnait une ambiance très mystique à la forêt.
Je note également dans les éléments naturels tout ce qui est souche d'arbres, gros troncs au sol. Je le mets pas dans la faune et la flore parce que c'est du végétal mais qui est mort. Donc dans la réflexion de notre impact environnemental, on va pas le mener tout à fait pareil, même si les souches d'arbres et le bois mort est évidemment essentiel. J'aborde quand même pas les choses de la même manière, mais par contre, le fait que ces éléments-là soient présents sur un lieu, ça peut être hyper intéressant derrière pour les enfants. Et j'enchaîne ensuite sur des éléments plus ou moins naturels, parce qu'on n'a pas toujours l'historique du lieu, donc on ne sait pas vraiment si ça vient de l'activité humaine ou pas. Cette fois-ci, c'est plutôt ce qui a trait au relief du lieu. Par exemple, s'il y a des falaises, des pentes, des trous, une plage, s'il y a un cours d'eau. Typiquement, moi, le bois dans lequel j'accueille actuellement, il y a à l'entrée du bois une côte qui est très courte, mais par contre bien raide à monter. Et comme je suis en montagne, le bois, lui, a différents niveaux. Et donc, je note tous ces éléments-là dans cette catégorie plutôt qui a trait au relief. Je regarde aussi ce qu'il en est du sol, s'il y a des chemins. Alors peut-être qu'ils apparaissent déjà sur le plan, mais là du coup je remets s'il y a des chemins ou pas. Et à quoi ressemble le sol, pardon. À quoi ressemble le sol? Si je suis en forêt, a priori, ce sera plutôt de la terre, mélange de terre, de feuilles, de branches, etc. Si je suis dans une cour de récréation, il y aura sûrement des espaces bitumés, peut-être un peu de terre, avec un peu de chance. Enfin, je termine l'analyse du lieu en notant tous les éléments artificiels aménagés par les humains. Donc, vous voyez que dans ce scan, je pars vraiment, encore une fois, si je reprends mon entonnoir, je pars du plus large au plus précis, et je pars du plus naturel au moins naturel. Ce qui fait que, évidemment, suivant le cadre d'accueil, je passe plus ou moins de temps sur certaines catégories. Pour ce qui est des choses artificialisées, la liste peut être très longue puisque nous sommes, en tant qu'êtres humains, très, très ingénieux à ce niveau-là. Ça peut être des immeubles, une maison, une cabane, des toilettes sèches ou non, des barrières, des murs, des toboggans, un bac à sable. Enfin bref, je fais la liste de tout ce qui n'est pas naturel, mais bien présent sur le lieu et aussi autour du lieu. Alors ça, on reviendra un peu dessus dans la seconde partie de l'épisode. Mais quand je dis ce qui est autour du lieu, ça va être présence de routes, de parking, d'infrastructures, parce que par exemple si je trouve un super joli petit bois qui coche toutes les cases, mais que à la lisière du bois il y a une entreprise de traitement de déchets chimiques par exemple, ça va me poser problème, parce que sa présence va avoir un impact sur notre activité, sur nous tout court. Donc il faut bien regarder ce qu'il y a autour. J'ai un regard qui est porté sur les champs cultivés. Si autour de mon lieu d'accueil, que ce soit un jardin, ça peut être un jardin privé ou public, ou une forêt ou quoi que ce soit d'autre, ou une cour d'école, si autour de mon lieu il y a des monocultures qui sont traitées à fond, voilà, il y a des pesticides qui sont envoyés à gogo régulièrement pendant les différentes saisons, ça va me poser problème. Donc, je regarde les éléments non naturels qui sont présents sur le lieu et autour du lieu. Parce que souvent, il y en a pas mal autour du lieu. Malheureusement, comme on est à une époque où on artificialise beaucoup les sols et où on fait tomber tous les espaces naturels pour y mettre nos activités humaines, il est très fréquent de trouver des super espaces qui, en tant que tels, seraient géniaux pour accueillir des enfants, mais en fait, quand on regarde l'activité humaine qu'il y a autour, c'est assez problématique et finalement, ça en fait un espace qui n'est pas utilisable. Une fois que je suis arrivée au bout de cette observation approfondie, j'ai déjà fait un gros boulot. Mais avant de me demander ce que je fais de tout ça,
je fais un nouvel exercice de prise de recul et notamment de projection. Mon objectif ici, c'est d'imaginer ce à quoi peut ressembler le lieu au fil des saisons, en prenant en compte toute l'activité qu'il y a sur ce lieu, humaine, animale, végétale, et en le croisant avec mon projet pédagogique. Donc, j'essaie de visualiser l'évolution du lieu au fil des saisons. Si c'est un lieu que je connais bien, je peux faire appel à ma mémoire et ça va être assez facile. Par contre, si c'est un lieu que je découvre et qu'en plus j'ai peu de connaissances naturalistes, l'exercice va peut-être être un peu difficile. Mais ce qui compte ici, c'est d'imaginer et donc d'anticiper les changements majeurs qui peuvent s'opérer sur le lieu. C'est pas grave si on n'est pas au courant que à tel endroit les gendarmes aiment bien s'installer au printemps. Voilà, c'est pas, on n'est pas dans le détail. L'objectif, c'est surtout d'avoir tous les changements majeurs qui peuvent s'opérer sur le lieu. Je vous donne un exemple. Nous sommes en hiver, je visite un parc dans lequel je constate, après mon observation approfondie, qu'il y a un seul très grand arbre, mais qui par contre est magnifique, même s'il n'a pas ses feuilles, il a vraiment un tronc qui est très grand, il est dans un coin du parc, donc là, en le regardant comme ça me saute aux yeux et je me dis, ah ouais, ça pourrait être un chouette espace où accueillir les enfants. Je ne sais pas encore quelle est son espèce, parce que j'arrive pas à reconnaître son écorce, mais je vois qu'il a pas ses feuilles, donc j'imagine, à moins qu'il ne soit mort, mais on va partir du principe qu'il est encore vivant, j'imagine qu'au printemps, il va avoir des feuilles et qu'il va y avoir une période de floraison. Outre la beauté qu'il va pouvoir offrir à ceux qui vont le regarder pendant la belle saison et le cadre reposant et rassurant qui va sûrement poser, je me dis qu'il va aussi sûrement offrir une belle ombre. Parce qu'avec, quand je vois la taille de ses branches, probablement qu'il doit avoir un feuillage très très fourni. Et ça tombe bien parce que je prévois de faire des sorties durant la saison chaude, printemps, été. Donc idéal pour m'installer avec les enfants parce qu'il n'est pas question d'être en plein cagnard sous 35 ou 40 degrés puisque c'est aujourd'hui les températures qu'on a régulièrement l'été. Comme il y a de l'herbe au sol, je me dis aussi qu'il y a probablement des jolies fleurs qui sortent au printemps. Si je continue ma projection, je me dis qu'à l'automne, les feuilles vont tomber, que ça va donner un superbe paysage. Ça va être génial parce que je vais accueillir surtout des petits bouts de moins de 3 ans, donc on va pouvoir faire plein de collectes, on va pouvoir jouer avec les couleurs, etc. Donc vraiment, là, printemps, été, automne, ça va être super. C'est le lieu idéal. Et ben pendant l'hiver, je n'ai qu'à constater ce que je vois là. Et est-ce que j'accueillerai ou pas, je n'ai pas déterminé. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir une idée de l'évolution de la flore. Je fais la même chose en réfléchissant à la faune. J'ai parlé tout à l'heure de la présence de gendarmes ou non. L'objectif, c'est pas de savoir précisément quelles espèces seront présentes, parce qu'on peut pas non plus le deviner, à moins d'avoir vraiment un regard très très aiguisé et de bien connaître l'environnement. Mais c'est plutôt de se dire, par exemple, si je suis dans un espace où il n'y a pas d'arbres du tout, je peux me dire qu'il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait pas d'oiseaux. Ou s'il y a des oiseaux, que je suis dans un milieu urbain, on va être sur du pigeon, de la tourterelle. Mais il y a peu de chances pour qu'il y ait des passereaux sur ce lieu-là. Donc les oiseaux, on peut se les imaginer, et aussi les insectes, parce que, encore une fois, si je suis par exemple dans un espace où il y a de l'herbe, où il y a pas mal d'arbres, je peux imaginer qu'il va y avoir pas mal de fleurs, et donc tout ça fait que il y a probablement au printemps et durant l'été un certain nombre d'insectes. Enfin, après avoir fait ma projection de la flore, de la faune, je fais ma projection de l'activité humaine. Je le rappelle, je suis dans un parc. Donc cette dimension-là, elle est importante. Elle le sera peut-être moins dans une forêt,
qui plus est une forêt privée, surtout si la seule présence humaine, ça sera la mienne et celle des enfants. Mais là, je suis dans un parc public, donc l'évolution de l'activité humaine au fil des saisons a une importance. Probablement, dans ce parc, que comme sur tout bout de gazon en plein centre-ville durant l'été, il y a du monde, voire énormément de monde. Et rappelons-le, cet arbre que je trouve très chouette et dans lequel je me projette, je me dis ça peut être chouette d'accueillir les enfants ici, c'est le seul arbre qui fournit de l'ombre dans le parc. Donc je peux aisément imaginer que pendant l'été, la place en dessous de l'arbre, elle est occupée plus. On ne peut même pas s'asseoir, ou en tout cas, je sais qu'il y a des gens que ça ne dérange pas de s'installer à côté d'autres, collés à d'autres personnes. Mais là, on est dans le cadre où on accueille des enfants. En plus, j'ai parlé de jeunes enfants. Donc ça va me poser problème qu'il y ait beaucoup de monde à cet endroit-là. Se coller à des inconnus pour des tout petits, ça risque de les mettre dans une insécurité, donc dans un mal-être. Il en sera sûrement de même des parents qui seront là pour accompagner. Il y a de grandes chances pour qu'ils ne vivent pas pleinement l'instant présent parce qu'ils vont être en état d'alerte tout le temps, parce que ça met en insécurité d'être collé à des inconnus. Et en plus de ça, il y a un risque d'avoir des déchets, des choses qui traînent. Comme je suis sur un lieu où il y a beaucoup de monde, je vais avoir assez peu de maîtrise sur l'environnement, sur ce qui s'y passe, et à tout moment, il peut y avoir des choses dérangeantes. Donc là, clairement, si je souhaite faire mes ateliers dans ce parc, peut-être que je vais pouvoir m'installer près de cet arbre à l'automne et au printemps, mais pour la saison estivale, il va falloir que j'identifie un autre lieu parce que ça va vraiment pas convenir à l'accueil de mon groupe d'enfants et parents. C'est pour ça que prendre en compte l'activité humaine, l'évolution de cette activité humaine, c'est vraiment important. À l'inverse, si je prends un cadre à peu près similaire, mais cette fois-ci dans un jardin privé, où voilà, c'est un jardin, il y a de l'herbe au sol, il y a un seul grand arbre, mais comme c'est un jardin privé, je sais que niveau activité humaine, il n'y aura que la nôtre. Et bah dans ce cas-là, allez, c'est bon, j'acte le fait que je peux accueillir ici durant toutes les saisons. Mon exemple était un petit peu long et exhaustif, mais c'était pour montrer que cette projection, elle a un réel intérêt parce que ça va nous permettre d'anticiper la façon dont on va pouvoir investir le lieu et donc adapter notre activité et notre accueil au fil des saisons. Parfois même, certains événements qui peuvent se produire au cours de l'année sur ce lieu vont nous amener à la conclusion que durant telle période, il ne sera pas possible d'accueillir des enfants sur le lieu. C'est le cas par exemple des zones inondables où, pour reprendre le lieu sur lequel j'accueille, encore une fois, c'est en montagne, c'est sur un versant nord de montagne, donc de début décembre jusqu'à fin mars, il y fait très froid, il y a de la neige tout le temps, le soleil ne passe quasiment pas, les rayons du soleil passent pendant 45 minutes, donc ça donne une ambiance qui est très désagréable pour les enfants, ce qui fait que je n'accueille pas sur ce lieu-là pendant la saison hivernale. À ce stade d'observation, on a déjà bien éclairci nos idées sur l'identité du lieu et sur son potentiel d'accueil par rapport à notre projet pédagogique. Peut-être qu'on peut déjà se dire qu'il est pas assez ceci ou trop cela et du coup s'arrêter là et passer à un autre lieu. Ça va vraiment dépendre de mes besoins et de mes attentes. Moi, typiquement, je fais de l'accueil en forêt, j'y tiens, c'est le cadre dans lequel je souhaite accueillir le public, ça fait partie de mon projet pédagogique. Il m'arrive de faire de l'accueil sur d'autres lieux, mais de façon hebdomadaire, j'accueille en forêt et je veux accueillir sur un lieu de façon régulière. Donc, quand je recherche un lieu, je m'oriente vers des espaces boisés et si à un moment donné, j'arrive dans un bois qui est tout dégarni, ça va pas correspondre à mon projet pédagogique et donc je vais m'arrêter là. Je vais pas aller plus loin, je vais pas faire d'analyse de risque ni quoi que ce soit. Je gagne du temps en passant à un autre lieu. Pour résumer, parce que
ça y est, nous arrivons enfin au bout de ce premier épisode et bravo à vous si vous êtes encore là, si vous avez tenu jusque-là. Pour résumer, quand je souhaite accueillir des enfants en extérieur sur un lieu, que ce soit un lieu que je connais déjà ou que je découvre, je prends le temps de l'observer, d'abord en me mettant à hauteur d'enfant et en étant dans une observation plutôt sensorielle pour imaginer la façon dont les enfants vont pouvoir investir ce lieu, comment est-ce qu'ils vont s'y sentir, comment est-ce qu'ils vont pouvoir imaginer des jeux. Et donc pour ça, je fais appel à mon cœur d'enfant. Et une fois que j'ai fait cette observation sensorielle, je passe à une observation détaillée qui, elle, est plutôt factuelle, en notant tout ce qui existe sur le lieu, d'abord de naturel jusqu'au plus artificiel. Je fais un état des lieux du lieu en tant que tel, mais aussi de l'espace si j'arrive déjà à ce stade-là à en identifier un. Je fais une analyse détaillée de l'espace dans lequel j'envisage d'accueillir les enfants. J'ai un regard sur l'environnement autour du lieu et je porte notamment une attention sur les activités humaines, mais aussi sur les éléments naturels, parce que si j'accueille dans une forêt et que à 200 mètres du cercle de rassemblement, il y a un étang, il faut que je l'ai à l'esprit. Je fais un scan détaillé du lieu et de ce qui se passe autour. Et ensuite, j'essaye le plus possible de me projeter ou de me souvenir, si c'est un lieu que je connais déjà, en imaginant à quoi peut ressembler le lieu à chacune des saisons, côté flore, côté faune et côté activité humaine. De cette façon, j'ai tous les éléments en ma possession pour derrière passer sur l'analyse de risque puis sur la gestion de l'impact de notre activité humaine sur le lieu que nous aborderons dans l'épisode suivant. Je m'arrête là, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour continuer notre réflexion sur la façon dont on peut investir un lieu pour y accueillir des enfants et faire en sorte, souvenez-vous ce que j'ai dit au début, qu'ils vivent leur meilleure vie.